Je suis également reconnaissant pour les nombreux messages de sympathie venant du monde entier, des Britanniques, des Sud-Africains. Et cette affaire ne concerne pas Shrien et ne devrait pas être accusée à tort. Il s'agit de ma belle-fille Annie. Nous ne l'oublierons pas. Je suis sûr qu'elle serait très heureuse aujourd'hui d'entendre la décision que nous avons obtenue. En tant que père, j'exige justice contre quiconque est impliqué dans cette affaire. Et je souhaite obtenir justice. Je souhaite également un prompt rétablissement à Shrien et à tout le monde, afin qu'il puisse maintenant se retirer, aider la police et blanchir son nom, comme il le dit. Vani, Annie Nina Hindosha, est née de Vinod et Nilam en Suède. Sa famille était à l'origine originaire d'Ouganda, mais ils ont été forcés de partir au début des années 1970, après que le président du pays, Idi Amin, ait donné à tous les Ougandais d'origine sud-asiatique 90 jours pour quitter le pays. La famille a obtenu la résidence en Suède et s'est installée à Mariestad avant la naissance d'Annie. Annie avait 2 frères et sœurs. Une sœur nommée Ami et un frère Anish Hindocha. Le père d'Annie, Vinod, a prospéré en Suède après avoir lancé une entreprise prospère. Et la famille était très bien établie. Intelligente, ambitieuse et confiante, Vinod a dit qu'il savait qu'il l'avait gâtée, mais qu'il ne pouvait pas s'en empêcher. Le cousin d'Annie a déclaré qu'elle était comme la leader du groupe et le ciment de la famille. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Annie a déménagé à Stockholm pour travailler dans le marketing pour le fabricant de téléphones mobiles Ericsson. Alors qu'elle approchait de la trentaine, elle cherchait à s'installer et espérait trouver un mari. Elle adorait les enfants de sa sœur et était désireuse de fonder sa propre famille. Elle voyageait régulièrement à Londres et passait son temps à faire du shopping, à socialiser et à se faire des contacts. Ce ne serait pas long avant qu'elle ne rencontre Shrien Dewani, un homme de 30 ans originaire de Bristol. Il était respecté et prospère, travaillant dans l'entreprise familiale de maison de retraite et était déjà millionnaire avant l'âge de 30 ans. L'une des tantes d'Annie l'avait vu et pensait que Shrien serait parfait pour sa nièce. Elle a arrangé leur rencontre dans un café. La sœur d'Annie a dit que, bien qu'Annie ne semblait pas l'aimer immédiatement, après le 2e jour, elle s'était réchauffée à lui. Annie avait été fiancée auparavant, mais le mariage avait été annulé en raison de ce qui a été décrit comme des désaccords familiaux mineurs. Shrien et Annie avaient des vies très similaires. Les parents de Shrien ayant également fui l'Ouganda, pour la même raison que ceux d'Annie. Les avis sur Shrien étaient partagés. Certains le trouvaient arrogant et aimant exhiber sa richesse, tandis que d'autres le trouvaient gentil et généreux. La sœur d'Annie a déclaré qu'Annie parlait toujours de l'humour de Shrien et de la façon dont il la faisait se sentir protégée. Alors que le couple entrait dans une relation à distance, alternant les visites, ils ont commencé à avoir des difficultés. Des amis ont dit qu'ils étaient tous deux très déterminés et se disputaient souvent, probablement à cause de la distance. À un moment donné, Annie a mis fin à la relation, mais ils se sont finalement réconciliés. Annie a quitté son emploi à Stockholm et a emménagé dans un appartement à Luton pour être plus proche de Shrien. Ses parents ont rapidement pris l'avion pour rencontrer la famille de Shrien. Vinod a rappelé s'être senti un peu intimidé par la richesse de la famille Dewani, mais a dit qu'ils étaient très accueillants et chaleureux. Vinod a déclaré que tout le monde avait vraiment aimé Shrien. Il était poli, éduqué et ambitieux. Et le couple semblait avoir une grande connexion. Annie a dit à son père que Shrien ne croyait pas aux relations sexuelles avant le mariage, ce que Vinod a interprété comme une preuve de dévouement à sa religion et à Annie comme future épouse. Après la visite et l'approbation des 2 familles, Annie et Shrien ont prévu de se marier en octobre 2010. Des centaines d'invités se sont réunis juste à l'extérieur de Mumbai pour célébrer le mariage de 3 jours de Shrien Dewani et Annie Hindosha. C'était un événement véritablement somptueux, et Annie avait passé 3 mois en Inde à le planifier. Vinod a déclaré que, bien que sa famille n'était pas riche comme les Dewani, il avait économisé pour le mariage de ses enfants depuis leur naissance, et voulait offrir à Annie tout ce dont elle rêvait. Aussi parfait que le mariage ait semblé, certains amis proches d'Annie ont déclaré se sentir étranges à ce sujet. L'un de ses amis a dit qu'Annie ne semblait pas vraiment présente, et un autre a qualifié le mariage d'expérience étrange qui ne ressemblait pas à l'ami qu'il connaissait. L'événement de 3 jours s'est terminé, et Shrien et Annie Dewani sont partis pour leur lune de miel. 3 semaines après leur magnifique mariage, le couple s'est envolé pour l'Afrique du Sud pour une lune de miel de 10 jours.
Annie n'avait aucune idée de leur destination. Tout avait été planifié par Shuyen. Il avait dit qu'il avait choisi l'Afrique du Sud parce que cela commençait par un S pour Shuyen et un A pour Annie. Après quelques jours bien remplis et pleins d'activités, ils sont arrivés à l'aéroport international du Cap, depuis Johannesburg, le vendredi 12 novembre. Shuyen cherchait un taxi au lieu d'utiliser ce service de voiture dédié de l'hôtel. Il a opté pour un service de navette locale à un tarif moins cher. Un chauffeur nommé Zola Tongo s'est arrêté dans un minivan Volkswagen et le couple a commencé le trajet de 20 minutes jusqu'à leur hôtel de luxe, le Cape Grace. Avant que Zola ne dépose les Dewani à leur hôtel, Shuyen lui a demandé d'attendre pour pouvoir organiser qu'il les récupère le lendemain soir pour le dîner. Shuyen a dit qu'il voulait que Zola leur fasse visiter le Cap, et Zola a accepté d'agir presque comme un guide touristique non officiel pour le couple. Le lendemain, avant que le couple ne soit pris en charge par Zola, ils ont passé du temps au bar à boire et à prendre des photos. Shuyen avait réservé une table au 416 Winery Road, l'un des restaurants les plus réputés de la région. Tongo est venu chercher le couple vers 19h30. Mais en route vers le restaurant, Shuyen et Annie ont décidé qu'ils n'avaient pas envie d'un repas copieux et préféraient quelque chose de plus léger. Tongo a déclaré qu'il connaissait le bon endroit et qu'il les y emmènerait. Il a quitté l'autoroute juste avant 21h et les a déposés au restaurant Surfside à Strand. Ils ne sont restés que peu de temps avant que Tongo ne vienne les chercher vers 22h30. Shuyen a déclaré qu'Annie était curieuse de découvrir la culture authentique et brute de cette partie de l'Afrique du Sud, en particulier la vie nocturne dans les townships. Il a expliqué qu'elle avait insisté pour que Tongo les conduise et leur montre à quoi cela ressemblait. Le trio s'est alors dirigé vers le township de Guguletu. À ce jour, Guguletu est connu pour ses taux de criminalité extrêmement élevés. Les habitants disent qu'il est rare de sortir de chez soi après la tombée de la nuit, encore moins de voir des touristes s'aventurer dans la région. Entre 2005 et 2010, plus de 700 personnes ont été assassinées à Guguletu, ce qui représente un meurtre tous les 2 jours et demi pendant 5 années consécutives. La police a même déclaré qu'elle ne se rendrait pas dans certains de ces townships sans être en groupe important. À 22h45, Tongo a arrêté la voiture à une intersection. Soudain, 2 hommes se sont précipités vers le véhicule et ont commencé à frapper sur les fenêtres. Armés de pistolets, les hommes sont montés dans la voiture et ont fini par forcer Tongo à sortir. Ils ont ensuite commencé à rouler pendant près d'1 heure. Tandis que le couple, Shuyen et Annie, se tenaient dans les sièges arrière, terrifiés. Les assaillants ont pris la montre et le téléphone de Shuyen, ainsi que les bijoux d'Annie. Finalement, la voiture s'est arrêtée. L'homme qui conduisait a déclaré qu'il ne voulait pas faire de mal au couple et qu'ils allaient les libérer, mais séparément. Shuyen a alors été jeté hors de la voiture sur la route, et les hommes armés sont partis à toute vitesse dans la nuit, avec une Annie hystérique sur le siège arrière. Vers 20h30, un homme a ouvert sa porte pour trouver Shuyen, debout devant lui, en pleurs, et demandant s'il y avait un endroit à proximité où il pouvait signaler un carjacking. Shuyen avait erré sur la route, frappant aux portes et allant de maison en maison dans l'obscurité. L'homme a déclaré qu'il lui avait demandé des détails, mais Shuyen était confus et trop bouleversé pour se souvenir de beaucoup d'informations. La police est arrivée peu après et a ramené Shuyen sur les lieux pour reconstituer les événements, en parcourant les environs pour tenter de recoller les morceaux. Ils ont également rapidement localisé le chauffeur de taxi, Zola Tongo, qui a lui aussi signalé le carjacking. Tout le monde est ensuite retourné ensemble à l'hôtel Cape Grace. Le directeur de l'hôtel a parlé à la fois avec Shuyen et Tongo. Il a remarqué combien il était étrange, lors d'une lune de miel, de séjourner dans un hôtel aussi luxueux que le Cape Grace, tout en voulant traverser des townships dangereux comme Guguletu au beau milieu de la nuit. Peu après, Vinod Hindosha a reçu un appel de Prakash Dewani depuis Bristol, lui annonçant qu'Annie avait été kidnappée. Vinod était convaincu qu'il pourrait payer la rançon demandée par les ravisseurs pour sauver sa fille. Cependant, peu après,
Il a répondu à un autre appel de Shrien, qui s'est excusé en pleurs de ne pas avoir pu protéger Annie. Vinod a réservé le premier vol disponible pour l'Afrique du Sud. Tôt le lendemain matin, la police a reçu un appel d'un résident d'un quartier de Khayelitsha, à environ 20 minutes de Guguletu. La personne signalait qu'un minivan Volkswagen gris était resté garé au bord de la route toute la nuit. À 8 heures, la police est arrivée sur les lieux et a découvert, allongé sur la banquette arrière, le corps d'Annie Dewani. Elle avait été abattue d'une balle tirée à bout portant dans la nuque, et la balle était restée logée dans le siège. Elle présentait également quelques contusions sur son corps. Le médecin légiste a confirmé qu'elle était morte par hémorragie. Tragiquement, son père a appris la nouvelle alors qu'il embarquait sur son vol de correspondance depuis Amsterdam. Il a déclaré qu'il avait passé le voyage dans un état de choc total et d'engourdissement. Le lendemain, il a rencontré Shrien à l'hôtel Cape Grace. L'un des officiers présents sur la scène du crime ce matin-là a déclaré qu'il avait su immédiatement que ce ne serait pas une affaire simple. Quelque chose lui paraissait étrange et ne collait pas. Il a souligné que Tongo devait connaître la région suffisamment bien pour savoir à quel point elle était dangereuse, et probablement aussi pour pouvoir identifier les deux hommes. Il a ajouté « Vous ne conduiriez pas des touristes dans ce quartier en pleine journée, encore moins la nuit. Alors, pourquoi l'avez-vous fait ?» Tongo a répondu que c'était Annie qui avait insisté. Cependant, la sœur d'Annie a affirmé qu'elle ne croyait pas du tout qu'Annie aurait voulu faire cela. Elle était parfaitement consciente des dangers potentiels auxquels il pouvait être confronté. L'officier interrogeant Tongo s'est demandé pourquoi les hommes avaient laissé partir Tongo et Shrien, vivants et indemnes, sachant qu'ils se rendraient probablement immédiatement à la police pour les identifier. Ensuite, ils ont poursuivi leur plan avec Annie, laissée seule, et elle a été abattue. Pour moi, cela n'a tout simplement aucun sens, a-t-il rappelé. Le meurtre d'Annie Dewani a été un choc non seulement pour les habitants du Cap, mais aussi pour toute l'Afrique du Sud. Malgré les taux de criminalité élevés, cette affaire restait épouvantable et horrible selon tous les standards. L'histoire d'Annie a occupé une place énorme dans les médias, avec une couverture mondiale massive. A honeymoon for a British couple has ended in tragedy just hours after their holiday began in Cape Town. This morning, the body of a 28-year-old woman was found in a car in Khayelitsha. She and the 28-year-old woman was traveling with her. Les autorités ont consacré beaucoup de temps et de ressources à cette affaire, désireuses de résoudre rapidement un crime qui était devenu une actualité majeure. Zola Tongo a initialement été très coopératif avec la police et disposé à répondre à leurs questions. L'enquête avançait à un rythme rapide, et les deux hommes qui avaient détourné le véhicule ont été rapidement localisés. Des empreintes trouvées dans et sur la voiture ont conduit directement à un homme nommé Cole Manjeni. Il avait été arrêté plusieurs années auparavant et ses empreintes digitales figuraient toujours dans les fichiers. Manjeni a été appréhendé chez lui. Lors de la perquisition, la police a trouvé un téléphone caché entre le matelas et le cadre du lit. Lorsqu'on lui a demandé à qui il appartenait, Manjeni a déclaré qu'il appartenait au chauffeur de taxi Zola Tongo. Manjeni a avoué sa participation presque immédiatement. Il a également révélé à la police que le troisième homme recherché était Zwamadoda Kwabe, âgé de 26 ans. Kwabe a été retrouvé 2 jours plus tard. Pendant ce temps, Shrien était déjà rentré au Royaume-Uni. Lors des interrogatoires, Kwabe a donné un nouveau nom, Monde Bolombo, un réceptionniste dans un autre hôtel. Alors que Kwabe quittait l'un de ses entretiens, Monde était amené pour être interrogé. En le croisant, Kwabe a demandé à parler avec lui en anglais, et lui a dit « Dis-leur tout ». Peu après, la police a fait une autre annonce. Le chauffeur de taxi de 31 ans, qui avait été si utile et coopératif avec les détectives, avait également été arrêté pour sa complicité présumée dans le meurtre d'Annie Dewani. Les amis de Zola Tongo ont déclaré que cela avait été un choc total pour eux. Il n'avait aucun casier judiciaire et avait toujours été perçu comme un homme responsable et respectueux des lois. Ils ont affirmé que quelque chose d'aussi grave était difficile à croire. Cependant, Shrien a déclaré à un journaliste qu'il soupçonnait déjà que Tongo était impliqué. Par conséquent, l'arrestation ne l'a pas totalement surpris. Alors que la tempête médiatique continuait de faire rage, Annie
a finalement été inhumé. 150 personnes se sont réunies dans une salle de concert à Londres pour son service commémoratif. Ses cendres ont ensuite été dispersées dans sa région préférée, près de la rivière Vänern et du lac, à proximité de sa ville natale en Suède. L'enquête de la police s'est poursuivie et, à leur grande surprise, Zola Tongo a fait une déclaration choquante qui allait bouleverser complètement l'affaire. Tongo a été escorté au tribunal de première instance de Wynberg, le visage caché par un drap. Il avait été annoncé qu'il était susceptible de négocier un plaidoyer et de recevoir une peine plus légère en échange de plus d'informations sur l'affaire. Tongo a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une attaque aléatoire et qu'il voulait révéler toute la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Il a allégué qu'en fait, c'était le mari d'Annie, Shuyen, qui avait organisé tout le crime et mis en place un plan pour tuer sa nouvelle épouse. Il a déclaré que le jour où il avait récupéré Shuyen et Annie à l'aéroport, Shuyen était resté en arrière pour lui parler tandis qu'Annie était entrée à l'intérieur. D'après les images de vidéosurveillance, Shuyen aurait passé près de 10 minutes à discuter avec Tongo dans la voiture. Selon Tongo, Shuyen lui aurait dit qu'il voulait que quelqu'un disparaisse. Tongo a répondu à Shuyen qu'il n'était pas l'homme de la situation, mais qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait répondre à sa demande. Shuyen aurait offert 15 000 rands, l'équivalent de moins de 1000 livres sterling à l'époque, pour effectuer ce meurtre commandité. La police a déclaré que les affirmations de Tongo semblaient être étayées par les abondantes images de vidéosurveillance. Cependant, d'autres ont affirmé que les images appuyaient également la version des faits donnée par Shuyen. Tongo a raconté qu'après avoir quitté Shuyen, il s'était dirigé vers l'hôtel où Monde travaillait. C'est là que Monde aurait contacté Kwabe et que le plan aurait été mis en marche. Les enregistrements téléphoniques ont montré que Monde avait répété ses tentatives de joindre Kwabe et Tongo. De plus, la vidéosurveillance de l'hôtel où travaillait Monde avait des enregistrements audio. Pendant l'un des appels, Monde aurait dit « C'est cette chose dont nous avons parlé, elle doit arriver aujourd'hui. » Tongo a déclaré qu'il avait rencontré Shuyen juste avant midi le jour du meurtre, afin que Shuyen puisse échanger son argent. Tongo l'a conduit dans un endroit où le taux de change était inférieur à celui de l'hôtel. Vinod Indosha a dit qu'il avait appelé pour parler à Annie, mais que Shuyen avait répondu au téléphone en disant qu'il se trouvait au marché pour changer de l'argent. Vinod n'y a vu aucun mal et a simplement demandé qu'Annie le rappelle plus tard. Tongo a affirmé que Shuyen l'avait pris à part devant le restaurant Surfside, le soir du meurtre, pour lui demander s'il avait organisé l'intervention des hommes. Tongo a confirmé que tout avait été arrangé. Alors qu'il commençait à rouler vers Guguletu, Tongo a déclaré qu'il avait échangé plusieurs SMS avec Shuyen. Il aurait été allégué que Shuyen lui avait dit que l'argent était dans une enveloppe, dans une pochette, derrière le siège avant. La police a déclaré que les SMS et appels entre eux avaient été corroborés par l'analyse des données téléphoniques. Cependant, comme le téléphone de Shuyen n'a jamais été retrouvé, le contenu exact des messages ne sera probablement jamais connu. L'affaire est devenue une tempête médiatique et personne ne savait quoi penser. Si cet accord de plaidoyer devait être accepté, la famille d'Annie devait être consultée, ce qui leur a imposé une décision difficile et déchirante. Finalement, sa famille a accepté que Tongo bénéficie d'un accord. Aussi confus et anéantis qu'ils aient été, ils ont déclaré qu'ils voulaient simplement la vérité sur ce qui s'était passé avec Annie. L'ampleur de l'attention médiatique portée à l'affaire d'Annie est devenue encore plus évidente lorsque les procès ont commencé. L'histoire était énorme et devenait de plus en plus surréaliste chaque jour. Shuyen et sa famille ont nié avec véhémence toutes les accusations, les qualifiant de totalement ridicules et dénuées de preuves. Les avocats de Shuyen, parmi les plus puissants et prospères du pays, ont affirmé qu'il était incompréhensible que Shuyen ait pu demander à la première personne qu'il a rencontrée au Cap d'organiser un meurtre contre sa femme. Ils ont ajouté que les preuves ne prouvaient rien en réalité. Un peu plus d'un mois après la mort d'Annie, Zola Tongo a été condamné à 18 ans de prison après avoir accepté un accord de plaidoyer.
Mondumbolombo et Zwamadoda Kwabe ont rapidement suivi, en pointant également du doigt Shuyen et d'autres. Kwabe a également bénéficié d'une réduction de peine en échange d'un plaidé coupable et de sa promesse de témoigner contre Shuyen et dans d'autres procédures judiciaires liées au crime. Il a ensuite été condamné à 25 ans de prison. Col Manjeni, en revanche, n'a pas bénéficié d'aucun accord et a plaidé non coupable devant le tribunal. Les autorités ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire de lui proposer un accord, car il n'aurait pas pu fournir d'informations supplémentaires par rapport aux autres accusés. Le procès de Manjeni a été reporté car il a dû subir une opération pour une tumeur cérébrale. Cependant, il a finalement été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. Il est difficile d'imaginer la terreur absolue et l'horreur qu'Annie a dû endurer lorsqu'elle s'est retrouvée face au canon du pistolet. Bien que provenant d'un milieu relativement modeste, les auteurs de ce crime ne l'ont pas commis en raison de la pauvreté ou de circonstances socio-économiques défavorables. Ce crime a été perpétré par pure cupidité. Il était très difficile d'accepter cela. Mais en même temps, un léger soulagement était que personne n'a jamais dit, à aucun moment, que ma fille avait été abusée. Et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous raccrocher. Le tableau complet ne se dévoilera cependant qu'une fois que Shuyen reviendra au Cap. Les avocats de Kwabe et Manjeni ont affirmé que leurs clients avaient été maltraités et même torturés par la police, sous la pression de résoudre une affaire très médiatisée. La police a nié toutes ces allégations. Le réceptionniste d'hôtel, Mondumbolombo, a avoué sa participation, mais il a bénéficié d'une immunité totale contre les poursuites en échange de sa promesse de témoigner contre Shuyen Dewani, ce qui a choqué beaucoup de gens. Monde avait pourtant été celui qui avait contacté Kwabe pour organiser l'attaque. Monde a déclaré « Je veux dire ici que M. Dewani ment. Il sait tout, du début à la fin. » Peu après, Shuyen Dewani a été arrêté à Bristol pour complot en vue de l'assassinat d'Annie. Les autorités sud-africaines ont commencé à se battre pour obtenir son extradition. Cependant, malgré les accusations, aucun motif clair ne semblait émerger. Shuyen n'avait rien à gagner financièrement de la mort d'Annie, car aucune assurance vie n'était impliquée. De plus, selon les témoignages, leur relation de couple ne semblait présenter aucun problème apparent. Mais une interview publiée par The Sun a donné une nouvelle piste potentielle pour la police sud-africaine. Des emails anonymes envoyés au journal suggéraient que Shuyen était homosexuel. Il était allégué qu'il avait payé un prostitué masculin, Leopold Leiser, connu sous le nom de German Master. Leopold a déclaré que Shuyen lui avait confié être dans une relation dont il devait se libérer. Shuyen et sa famille ont qualifié ces affirmations de mensonges, insistant sur le fait qu'il était heureux avec sa nouvelle épouse. Shuyen a déclaré « Je viens d'épouser la femme de mes rêves, pourquoi voudrais-je la tuer ?» La police a alors commencé à spéculer qu'Annie aurait peut-être découvert, pendant leur lune de miel, la vérité sur la sexualité de Shuyen, ce qui aurait déclenché les événements ultérieurs. Un enquêteur principal a affirmé qu'il s'agissait de l'affaire la plus médiatisée qu'il avait vue en 36 ans de carrière. Même si Vinod Hindosha s'est d'abord opposé fermement à toute suggestion impliquant son gendre, il a reconnu par la suite que des doutes commençaient à le ronger. Vinod a déclaré « Plus je parle avec mon gendre, plus il y a de questions que de réponses. » De nombreux journalistes sud-africains ont convenu qu'il y avait des incohérences. L'un d'eux a souligné que ce crime n'était pas typique et qu'un drapeau rouge était que la voiture n'avait pas été brûlée ni revendue. Vinod a ajouté que Shuyen donnait souvent des versions différentes des événements de cette nuit-là. Par exemple, Shuyen avait d'abord déclaré que tous les bijoux d'Annie avaient été volés. Mais plus tard, il a appelé un policier pour lui demander de vérifier sous un siège dans la voiture, affirmant que la bague de fiançailles d'Annie, d'une valeur de 25 000 livres, s'y trouvait. La bague a effectivement été retrouvée là-bas. Interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas mentionné cela plus tôt, Shuyen a répondu qu'il était sous le choc et voulait modifier ses déclarations. Vinod a également trouvé inapproprié que Shuyen organise une soirée pizza la veille des funérailles d'Annie. La famille d'Annie se souvenait que Shuyen était furieux lorsqu'ils ont voulu faire leurs adieux à Annie avant son enterrement. Il aurait également été brusque en manipulant son corps, ce qui a mis mal à l'aise ses proches. Un cousin d'Annie a ajouté que Shuyen avait jeté des lettres et des fleurs que la famille avait laissées avec Annie. Mais il s'est ensuite excusé pour son comportement. Pour gérer l'attention médiatique, la famille Dewani a engagé Max Clifford, un agent de relations publiques londonien célèbre pour avoir représenté des stars comme Muhammad Ali et Marlon Brando. Cependant, Clifford est tombé en disgrâce en 2014.
condamné à 8 ans de prison pour des agressions sexuelles sur des jeunes filles. Il est décédé plus tard en prison. Pendant que Clifford gérait l'affaire, le frère de Shrien, Brian Dewani, a exigé que la famille Danny signe un accord stipulant qu'il ne ferait aucune déclaration à la presse sans consultation préalable avec Max Clifford. Vinod a refusé de signer cet accord. Shrien a ensuite été hospitalisé au Priory Hospital à Bristol, souffrant de dépression et de troubles de stress post-traumatique. Max Clifford a déclaré que Shrien avait perdu 13 kilos depuis la mort d'Annie et qu'il devenait de plus en plus faible. Peu après, Shrien a été placé en détention en vertu de la loi sur la santé mentale. Je parlais avec la famille Danny Dewani, qui vit en Suède. Ils estiment que les 4 personnes qui se trouvaient dans la voiture, à l'exception d'Annie, ont toutes des questions à répondre. 3 d'entre elles ont déjà été reconnues coupables par la justice sud-africaine. Ils souhaitent maintenant que Shrien Dewani se présente devant la justice. Cependant, Shrien mène actuellement une bataille juridique pour empêcher son extradition de la Grande-Bretagne vers l'Afrique du Sud. Ses psychiatres affirment qu'il est trop malade pour être jugé en ce moment, car il souffre de syndrome de stress post-traumatique et de dépression suite à la mort de sa jeune épouse. Shrien prétend également qu'il ne bénéficierait pas d'un procès équitable en Afrique du Sud. Mais la famille Danny Dewani insiste sur le fait qu'il obtiendra un procès équitable. Ils affirment vouloir entendre la vérité et ont supplié Shrien d'abandonner sa lutte contre l'extradition afin de répondre aux questions devant la justice sud-africaine. En raison de ses problèmes de santé mentale, les audiences d'extradition de Shrien ont été reportées et retardées pendant une longue période. Cependant, elles ont finalement commencé au tribunal de première instance de Belmarsh à Londres. Son oncle a déclaré « Nous ne comprenons pas pourquoi Shrien ne monte pas simplement dans un avion pour aller raconter sa version des faits. » Son frère a ajouté « Nous nous concentrons uniquement sur cette affaire pour le moment. Il est difficile de commencer à faire le deuil tant que nous n'avons pas obtenu des réponses à toutes nos questions. » La ministre de l'Intérieur et plus tard Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, a signé un ordre d'extradition pour que Shrien soit envoyé en Afrique du Sud. Nous, en tant que famille, sommes satisfaits de la décision prise aujourd'hui par le système judiciaire britannique. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour obtenir les réponses que nous recherchons. Nous ne voulons pas oublier Annie dans tout cela. Pour nous, tout tourne autour d'Annie. Il s'agit de découvrir ce qui lui est arrivé. Et nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Pour nous, ce combat ne fait que commencer. Shrien a plaidé non coupable aux 5 chefs d'accusation retenus contre lui. Le procès a ensuite été fixé. C'est à ce moment-là que Shrien Dewani, un homme d'affaires millionnaire basé à Bristol, a entamé son affrontement involontaire avec la justice sud-africaine, 4 ans après avoir été accusé d'avoir commandité le meurtre de sa jeune épouse de 28 ans, Annie, pendant leur lune de miel au Cap. Shrien a plaidé non coupable aux 5 chefs d'accusation retenus contre lui. Cependant, il a surpris la cour en déclarant, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il était bisexuel, qu'il avait eu des relations avec des prostituées masculins et qu'il souffrait de niveaux hormonaux anormalement bas, ce qui rendait peu probable qu'il puisse avoir des enfants. La partie civile devait soutenir que ce meurtre était lié à un mariage de façade, destiné à cacher la véritable orientation sexuelle de Shrien Dewani. Dans sa déclaration de défense, Shrien Dewani a admis que leur relation était tumultueuse. Un email envoyé par Shrien à Annie Dewani, rédigé avant leur mariage, a été lu devant le tribunal. Si tu penses vraiment qu'être avec moi ne te rendra pas heureuse, alors ce n'est pas ce qu'il te faut. J'espère vraiment que ce n'est pas ce que tu es en train de dire. Mais je ne veux pas avoir l'impression de t'avoir forcé à quoi que ce soit. Le premier jour de son procès, la Cour a entendu davantage d'informations sur la sexualité de Shrien Dewani. Dans une déclaration écrite lue par ses avocats, Shrien a admis qu'il était en réalité bisexuel, malgré ses démentis précédents. Sa famille a exprimé sa déception d'avoir ignoré cette facette de sa vie et a même déclaré qu'elle était prête à le poursuivre en justice pour ne pas avoir été honnête avec eux. Une liste de preuves publiée par le tribunal a également révélé que Shrien avait consulté des sites pornographiques gays et des sites de rencontres pendant sa lune de miel, ainsi que quelques heures après la découverte du corps d'Annie. L'accusation a affirmé que ces éléments, combinés aux déclarations du German Master, Leopold Leiser, et d'autres témoins, montraient clairement que Shrien était en conflit intérieur et désespéré de cacher une grande partie de sa vie.
Ils ont soutenu qu'il ne s'agissait pas uniquement de sa sexualité, mais plutôt des conversations dans lesquelles il aurait révélé son désir de sortir du mariage. Shrien Dewani a lutté pour retenir ses larmes, mais a fini par s'effondrer dans le box des accusés lorsque ces éléments ont été présentés. Son avocate, Frances Van Schalkwyk, a affirmé que cette démonstration d'émotion contredisait les accusations de l'État, selon lesquelles Shrien aurait comploté le meurtre de sa femme. Cependant, l'accusation, représentée par Adrian Hendricks, a répliqué en affirmant que les intentions de Shrien Dewani pouvaient sembler sincères en apparence. Mais il a ajouté que Dewani avait omis des informations cruciales, notamment les communications téléphoniques avec le chauffeur de navette Zola Tongo ce soir-là. Il a conclu que ces éléments ajoutaient un aspect sinistre à la version des faits présentée par Shrien Dewani. La juge Jeannette Traverso a écouté les arguments des deux parties et a finalement statué que les éléments de preuve concernant la sexualité de Shrien étaient irrecevables. D'autres témoins ont pris la parole au nom de l'accusation et ont déclaré que, malgré son apparence parfaite, la relation entre Shrien et Annie était loin de l'être. La cousine d'Annie a rappelé qu'Annie lui avait parlé juste après le mariage, exprimant son inquiétude d'avoir peut-être commis une grosse erreur en l'épousant. Annie avait envoyé de nombreux SMS à sa cousine, écrivant des choses comme « Je le déteste. On se dispute beaucoup. Je lui ai dit que je rentrais chez moi. Je regrette de m'être fiancée. » Un message particulièrement triste disait « Pleurer est devenu mon nouveau passe-temps. » Seulement un jour après le début de la lune de miel, elle avait envoyé un autre message. « Je sais vraiment. C'est un gars vraiment bien sous tous les aspects. Mais je ne me sens pas heureuse avec lui du tout. » Cependant, d'autres témoins ont affirmé que les désaccords entre le couple étaient tout à fait normaux et triviaux, et qu'il était possible que le stress des préparatifs du mariage ait laissé Annie fatiguée et émotionnellement vulnérable. Le témoin clé de l'accusation était Zola Tongo. La police et l'accusation ont déclaré que toute l'affaire reposait sur son témoignage, car il était la seule personne ayant parlé avec Shrien à propos du complot présumé. Beaucoup d'images de vidéosurveillance ont été présentées au tribunal. Une vidéo montrait Tongo et Shrien en train de parler dans le hall de l'hôtel, un jour après la mort d'Annie. On y voyait également une femme de ménage dans le cadre. Shrien lui parle brièvement avant qu'elle ne quitte la pièce. Tongo a affirmé que cette conversation concernait la demande de Shrien pour donner à la femme de ménage un peu de discrétion. Après son départ, Shrien aurait demandé à Tongo si le travail avait été fait. Tongo a dit qu'il avait prévenu Shrien qu'il y avait une caméra au-dessus d'eux. On voit alors Shrien lever les yeux vers la caméra, la fixer pendant une seconde, puis regarder ailleurs. Shrien a affirmé qu'il s'agissait d'une conversation totalement innocente. D'autres vidéos ont ensuite été diffusées. Elles montraient Shrien et Tongo se rencontrant à nouveau à l'hôtel. Shrien, qui avait été vu assis avec Vinod dans l'une des chambres, était aperçu en train de porter une enveloppe blanche ou un paquet. Tongo l'a suivi dans une autre pièce, loin de Vinod et des invités, puis est reparti avec le même paquet. Shrien est ensuite revenu les mains vides, tandis que Tongo a quitté l'hôtel et est retourné à sa voiture. L'État a déclaré qu'il croyait que cet argent était celui promis pour le meurtre. Cependant, les avocats de Shrien ont soutenu que cet argent était simplement pour payer ses services en tant que chauffeur. Certains ont trouvé cette explication logique, tandis que d'autres ont remis en question le fait que si c'était le cas, pourquoi cet échange d'argent s'était-il fait dans un endroit privé, hors caméra et loin du père d'Annie? Le chauffeur de taxi et meurtrier condamné, Zola Tongo, a qualifié Shrien Dewani de menteur. Tongo a conclu son témoignage contre l'homme d'affaires britannique, aujourd'hui devant la haute cour du Cap occidental. Il a passé 7 jours à la barre des témoins, dont 5 jours sous un contre-interrogatoire éprouvant. La version des faits, présentée par Shrien Dewani, concernant le meurtre de sa femme Annie en novembre 2010, a été décrite comme absurde et mensongère. Tongo est l'homme qu'il a désigné comme l'instigateur principal du meurtre de sa femme. L'avocate de la défense, Frances Van Schalkwyk, a poursuivi aujourd'hui son interrogatoire musclé. Cependant, Tongo est resté ferme dans ses déclarations, affirmant que Dewani lui avait offert 15 000 rands pour faire tuer sa femme. L'homme d'affaires britannique a nié toutes les accusations portées contre lui, y compris celle de meurtre. Tongo a également qualifié de mensongère l'affirmation de la défense, selon laquelle un codétenu témoignerait que Tongo avait déclaré avoir été conseillé de piéger Dewani pour le meurtre. La version de Tongo exposée au tribunal et ce qu'il avait déclaré dans son affidavit à la police en novembre 2010 ont également été remis en question par la défense. Tongo s'est montré très confiant au début de son témoignage,
Mais lorsque vint le contre-interrogatoire de la défense, sa version des faits a commencé à changer. Son récit a révélé de plus en plus de contradictions. À un moment donné, il a affirmé que la police avait probablement ajouté des éléments dans ses déclarations à son insu, ce qui expliquait sa confusion. Tongo, Monde et Kwabe ont tous été reconnus coupables de parjure, car leurs témoignages présentaient des versions contradictoires. Et ils ont avoué ne pas avoir dit la vérité dans certaines parties de leurs déclarations sous serment. Cela a une fois de plus jeté un doute considérable sur cette affaire déjà complexe et déroutante. On peut comprendre qu'un témoin puisse se contredire sur certains points, ou même ne pas répéter exactement ce qu'il avait déclaré dans son témoignage initial à la police. Cependant, si ces différences sont sérieuses et substantielles, elles ont un impact majeur sur la fiabilité et la crédibilité du témoin, ce qui peut finalement influencer le jugement. La défense de Shuyen Dewani devenait de plus en plus solide chaque jour, tandis que le dossier de l'accusation et leur témoin principal commençaient à s'effondrer. Le 23e jour du procès, les avocats de Shuyen ont demandé à la juge de rejeter l'affaire, affirmant qu'elle était profondément viciée. Tout cela s'est produit avant même que Shuyen ne prenne la parole à la barre des témoins. 4 ans après le meurtre d'Annie Dewani, la juge Jeannette Traverso a rendu sa décision. Elle a critiqué sévèrement l'accusation et son dossier contre Shuyen. Elle a déclaré que les témoignages clés étaient remplis de contradictions et a ordonné que Shuyen Dewani soit acquitté. À mon avis, les preuves présentées dans cette affaire sont bien en deçà du seuil requis. Dans ces circonstances, je rends l'ordonnance suivante. La demande, en vertu de la section 164 de la loi sur la procédure pénale, est accordée. L'accusé est déclaré non coupable de cette accusation. Quant à M. Mbolombo, il ne bénéficie pas d'une immunité contre les poursuites. La séance est levée. La famille d'Annie était dévastée. Ils ont déclaré qu'ils se sentaient trahis par le système judiciaire et que justice n'avait pas été rendue à Annie. Après l'acquittement de Shuyen, la famille d'Annie a demandé à la Cour des coroner au Royaume-Uni de rouvrir l'enquête sur sa mort, ce qui aurait obligé Shuyen à répondre publiquement à des questions. Cependant, le coroner Andrew Walker a statué qu'il n'y avait pas de raison suffisante pour ouvrir une enquête. Il a ajouté qu'il était interdit de tirer une conclusion qui serait incompatible avec les décisions des tribunaux sud-africains. Une plainte formelle a été déposée contre la juge Jeannette Traverso, accusée de partialité. Beaucoup pensaient que Shuyen aurait dû être obligé de témoigner et de présenter des preuves. Cependant, la juge Traverso a par la suite été innocentée de ces accusations. Quant à Cole Manjini, qui souffrait toujours d'une tumeur cérébrale, il est finalement décédé en prison. Dans une information de dernière minute, il a été annoncé que Khalid Manjini, reconnu coupable du meurtre en lune de miel d'Annie Dewani, est décédé. Manjini était le seul Sud-Africain à avoir été jugé pour le meurtre d'Annie Dewani à Gugulethu en 2010. Il avait 27 ans au moment de son procès l'année suivante. Le tribunal avait entendu que son espérance de vie n'était que de 5 ans en raison de sa tumeur cérébrale. Les responsables des services correctionnels ont déclaré qu'il n'y avait plus rien que les médecins puissent faire pour lui. Leopold Leiser, l'homme qui avait révélé aux journaux sa relation secrète avec Shuyen Dewani, aurait souffert d'un stress énorme en raison de l'affaire. Malheureusement, en 2016, il s'est suicidé, selon des rapports de presse. En 2018, Shuyen Dewani vivait toujours au Royaume-Uni avec son petit ami, avec qui il était en couple depuis environ 18 mois. En 2021, après avoir purgé la moitié de sa peine, Zola Tongo était en liberté conditionnelle. Le père et l'oncle d'Annie sont allés lui rendre visite en prison avant sa libération prévue. Ils lui ont montré une photo d'Annie. Au début, il est resté impassible, comme s'il ne savait pas qui elle était. Lorsqu'ils lui ont expliqué de qui il s'agissait, il a commencé à pleurer. Cependant, les deux hommes ont déclaré qu'ils n'étaient pas convaincus de sa sincérité. Ils ont estimé qu'il ne ressentait aucun remords pour ce qu'il avait fait et qu'il était simplement un très bon acteur. La libération conditionnelle de Tongo a ensuite été révoquée, un jour avant sa sortie prévue. Le meurtre d'Annie Dewani reste une affaire controversée qui continue de hanter sa famille. Pour certains, il s'agissait d'un carjacking aléatoire ayant dégénéré en meurtre, de manière intentionnelle ou non. Et tout ce qui semble pointer vers Shuyen serait coïncidence et manque de preuves. D'autres pensent que c'était un plan prémédité orchestré par Zola Tongo lorsqu'il a vu un couple glamour avec des bagages coûteux espérant utiliser Annie dans un plan d'extorsion qui a mal tourné. Mais certains croient que Shuyen Dewani était le cerveau derrière toute l'opération et qu'il a échappé à un cratros. La famille et les amis d'Annie recherchent encore des réponses.
Et plus le temps passe, plus cela devient difficile pour eux. Son oncle a déclaré « Aujourd'hui encore, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Cela apporte beaucoup d'incertitudes. » Deviner ce qui s'est passé et savoir ce qui s'est passé sont deux choses différentes. Nous voulons savoir la vérité. Les témoignages contradictoires et les versions différentes signifient que la vérité complète sur ce qui s'est passé cette nuit fatidique en 2010, comment cela s'est produit et quelle connexion avaient les 5 hommes impliqués, ne sera probablement jamais connue.